L'affaire de la rue des Marmousets de Guillaume Musard. Paris, ton nom est pour l'éternité lié à ton pays. Tant de choses se sont produites en ton sein, tellement d'histoires, et si peu de temps pour les entendre. Qui ne connaît Paris que pour son rôle dans les livres d'histoire ne connaît pas Paris. C'est une ville où l'esprit bouillonne sans cesse, où le moindre pavé recèle en son grabat primitif l'histoire d'un peuple, d'une époque. Les rues d'aujourd'hui ne sont plus que le pâle reflet, car les grands monuments de l'ère moderne ont éclipsé dans leur ombre la majesté des légendes parisiennes. Ces légendes anciennes que les gens de province sauvegardent encore contre le spectre de la raison, qui souhaite bannir ces récits superstitieux d'un autre temps. Voilà pourquoi ces gigantesques monuments ne sont que des draps qui couvrent la vraie majesté de l'histoire de Paris. L'on pourrait parler de bien des choses sur les rues. La rue Monjol, par exemple, qui fut le dernier refuge de la cour des miracles, sans oublier le lieu le plus sordide de la prostitution, ainsi que des meurtres de la Belle Époque, alors que le Parisien de l'époque, local et centenaire parfois, ne connaissait même pas son existence. Elle fut assainie en 1926. Il y a également la place de l'Hôtel de Ville, là où Ravaillac fut exécuté, après le meurtre d'Henri IV. La place de la Concorde, où Louis XVI connut le sort que tout le monde lui connaît. Du moins, je l'espère. Mais ce ne sont pas ces rues-là les plus intéressantes. Celle dont je m'en vais vous parler se trouvait non loin de Notre-Dame de Paris, sur l'île de la Cité, et qui aujourd'hui a disparu, ou plutôt est réduit à une simple impasse, pour mieux laisser place à l'Hôtel-Dieu. Je parle de la rue des Marmousets et de sa sordide histoire. Cette histoire date de 1430. À cette époque, dans la rue des Marmousets, il y avait un pâtissier dont le commerce était florissant, notamment grâce à son commerce de pâtés, réputé dans le tout Paris. Le pâtissier qui tenait l'échoppe tenait une boutique exemplaire. Jamais un client ne lui avait reproché un seul pâté rassis. La viande utilisée était tout le temps fraîche. Le fromage ne moisissait pas non plus. Tout était fait maison. Un vrai modèle de réussite, aux grandes dames des autres pâtissiers de Paris. La réussite était telle qu'on disait que même le roi Charles VI en personne raffolait de ses pâtés. Pourtant, le secret de cette réussite soulevait quelques interrogations de la part des habitants de la rue des Marmousets. Le pâtissier réalisait presque à lui tout seul toutes ses tourtes et ses gâteaux. Seul un apprenti travaillait avec lui, mais il n'avait que pour devoir que de préparer la pâte. Il y avait de quoi se questionner. Pourquoi ne pas engager plus de personnel dans ce commerce si prospère, dont la réputation et la demande ne cessaient d'augmenter? La raison était fort simple. Le pâtissier ne voulait pas dévoiler le secret de son assaisonnement qui rendait chaque pâté irrésistible. Mais ce n'était pas le seul commerce à connaître un grand succès. Dans la rue des Marmousets, juste en face du commerce du pâtissier, se trouvait l'échoppe d'un barbier. Il était parmi l'un des plus réputés de la ville. Sa boutique permettait à ses clients de prendre des bains reposants, chauds, avant d'être rasés. Ces rasages et ces bains étaient les plus rentables de tout le quartier. Mais la rue des Marmousets n'était pas connue que pour nos deux compères. Elle était aussi connue dans le tout Paris pour certaines affaires inexpliquées. Il n'était en effet pas rare que certaines personnes, des étrangers ou des étudiants, disparaissent en empruntant cette rue la nuit. Parfois les ruisseaux se teintaient de sang, mais jamais on ne retrouvait les corps. Mais un soir, un cri déchira le silence de la nuit. Des passants furent alors harangués par un homme visiblement terrifié. C'était un étudiant allemand, et le long de sa gorge l'on pouvait apercevoir une longue traînée de sang. Il déclara alors que c'était le barbier qui avait tenté de le tuer avec son rasoir après lui avoir proposé un rasage gratuit. L'étudiant était parvenu à se défaire de son agresseur en le jetant par une trappe qui était déjà ouverte dans la boutique.
L'étudiant s'effondra une fois son récit achevé, mort, dû à la perte de son sang. Aussitôt, on se précipita auprès d'une patrouille de garde afin de signaler l'incident. Et immédiatement, les gardes ainsi que les passants se rendirent chez le barbier. Ils fouillèrent la boutique de fond en comble ainsi que son étage, mais ne trouvèrent aucune trace de l'homme qu'ils recherchaient. C'est alors qu'ils se dirigèrent vers la cave, où les attendait un spectacle macabre. La cave était immense et semblait s'étendre à l'autre bout de la rue. Dans la pénombre du lieu, les gardes distinguèrent un homme qui semblait tenir entre ses mains un hachoir et qui dépeçait quelque chose d'invisible de là où ils étaient. Ils se ruèrent alors vers la silhouette qui se révéla être le pâtissier. Et la chose qu'il dépeçait comme un boucher en pleine maîtrise de son art n'était autre que le corps du barbier, dont la chair était finement hachée pour en faire de la viande afin de farcir les pâtés. C'était là le secret de la réussite du pâtissier. Il s'était associé dans un commerce sordide avec le barbier qui lui fournissait de la viande fraîche et peu chère. Ayant confondu à cause de l'obscurité le corps de la dernière victime avec celui de son associé, le pâtissier ne se rendait même pas compte qu'il mutilait allègrement le cadavre de son ami. Suite à cette découverte, les deux échoppes furent aussitôt fermées et le pâtissier fut emmené en prison, avant d'être condamné sans procès à être brûlé vif en place de Grève pour son crime impardonnable. Par la suite, les deux bâtiments furent démolis, et conformément à l'usage, une petite pyramide expiatoire fut créée afin de rappeler ce sinistre événement. Nul ne pouvait désormais bâtir sa demeure ou son échoppe sur ce lieu, car on le considérait comme impur et souillé par le mal. Ainsi, la prochaine fois que vous arpentez une rue de Paris, ne vous interrogez pas seulement sur les plus célèbres que la culture vous a fait connaître, mais demandez-vous parmi les plus ordinaires et les plus antiques, quelles histoires sommeillent dans la poussière de ces pavés. Il suffit après tout d'une chose inattendue pour faire d'un lieu ordinaire un Whitechapel.